à tous et bienvenue. Délivrez-nous s'installe aujourd'hui à l'Antidote Café avec Laetitia Desprez, journaliste à Amiens. Elle publie son premier roman chez Myriapode, Le mal vous va si bien. L'histoire de Dominique, secrétaire, et de Louis, son patron, deux êtres que tout oppose et qui vivent juxtaposés dans la plus complète indifférence jusqu'au jour où la santé mentale de Louis se détériore. Laetitia Desprez, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ici à l'Antidote Café. Vous publiez votre premier roman aux éditions Myriapode, Le mal vous va si bien. Alors le thème de cette histoire, c'est une descente aux enfers, celle de Louis qui sombre peu à peu dans la schizophrénie. Pourquoi avoir choisi ce thème ? J'ai choisi ce thème d'une part parce que la schizophrénie, c'est une maladie qui m'a toujours fascinée. Parce que c'est vrai que c'est une maladie sur laquelle j'ai énormément lu, énormément regardé de reportages, de témoignages. Et ces gens qui sont entre deux réalités, qui vivent parmi nous, qui sont quand même là, mais qui ont une réalité qui leur est propre et qui est pour eux plus réelle que notre propre réalité, c'était quelque chose d'assez fascinant, d'assez perturbant. Et quand on entend les témoignages, on se rend compte en fait que c'est une maladie qui a une certaine liberté. C'est-à-dire que chaque malade a sa propre maladie qui est liée à sa propre histoire, à ses propres peurs, à ses propres démons. Il n'y a pas une schizophrénie, voilà. Mais multiples déclinaisons. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement personnel aussi comme maladie. C'était ce côté-là qui m'intéressait et qui me donnait aussi une certaine liberté en tant qu'auteur, parce que voilà, je n'étais pas obligée d'être dans un carcan de maladie, mais une certaine liberté. Et aussi voilà, une réalité complètement décalée. Et puis c'est un thème littéraire voilà. En lui-même. Alors ce qui fait l'originalité et la force de ce roman, c'est sa structure, parce qu'on a deux narrateurs pour une même histoire, deux voix qui s'expriment tour à tour, donc celle de Dominique et celle de Louis. Alors ce qui est très intéressant, parce que ça nous permet, nous lecteurs, d'être à la fois dans l'esprit de Louis, dont la raison vacille, tout en gardant la lucidité du regard de Dominique, qui est extérieur à l'histoire et qui nous permet donc de comprendre la situation. C'était la condition sine qua non pour que ça fonctionne ? C'était une condition pour permettre justement de ne pas rendre le livre trop sombre, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, c'est un peu une descente aux enfers, mais je voulais quand même garder un côté extrêmement ludique, un regard ironique sur les choses, sur les gens, et c'est vrai que ces deux personnages qui sont très différents, mais qui finalement ont le même vide et le même regard un peu décalé sur les gens et sur les choses, me permet d'avoir un côté très gai, très ludique, avec Dominique qui est très pétillante, qui croque la vie, qui est assez, voilà, qui est curieuse des gens, des rencontres, à l'inverse de Louis qui est beaucoup plus renfermé sur lui-même. Et ça permettait à la fois d'avoir l'émotion de la descente dans la maladie, mais aussi des questions existentielles que se pose Louis, parce que la maladie est aussi un prétexte par moment pour se poser cette question du bien et du mal que l'on peut faire autour de soi, de la portée de nos actes sur les gens qui nous entourent, et le côté de Dominique qui essaye de le raccrocher constamment à cette réalité, et toujours avec humour, et toujours avec, voilà, avec facétie, ce qui permettait aussi d'avoir un regard extérieur. Effectivement, il y a beaucoup d'humour dans ce livre, du fait de ce double regard. Par exemple, quand Dominique appelle son amie Sophie au téléphone au bureau en croyant que son patron n'en sait rien, en fait, Louis se dit en lui-même, je l'imagine déjà téléphoner à Sophie, sa grande amie, celle qui coûte les yeux de la tête à la société en frais téléphoniques et qui doit en savoir plus sur moi que tous mes voisins réunis. On sent que vous vous êtes beaucoup amusé avec les non-dits entre les personnages. Voilà, c'est ça. C'est ces deux personnages qui, jusqu'à maintenant, ne se regardaient pas trop, mais se connaissaient quand même très bien comme des gens qui passent quand même des journées entières ensemble, puisqu'ils travaillent ensemble, et qui ont l'impression de ne pas se connaître et qui finalement sont très proches, même sans s'en rendre compte. Vous décrivez bien la mécanique de la maladie, les symptômes physiques, l'insomnie, la difficulté à se concentrer, la sensation de pouvoir, l'agressivité du patient, du malade, quand quelqu'un vient troubler la logique qu'il s'est créée. Vous l'avez donc étudié vraiment de très près, cette maladie Oui, c'est quelque chose où c'est vraiment, par rapport à des témoignages, à de nombreux témoignages que j'ai vus ou que j'ai lus, il y a des constantes forcément. Cette agressivité, alors on sait que la schizophrénie c'est aussi beaucoup lié, soit on voit Dieu, soit on voit le diable en général, ce sont des choses très, très courantes. Donc moi j'ai choisi le diable pour aller du côté un peu du mal, même si Dominique de son côté essaye d'attirer vers le bien. Mais c'est vrai que oui, la mécanique en elle-même et la progression, la montée dans l'angoisse et la montée en puissance était très importante à gérer tout au long du livre. Il faut que
Ça commence doucement, ce sont de toutes petites choses de la vie quotidienne qui commencent à être des indices sur la maladie, et puis au fur et à mesure, voilà, l'angoisse monte et la crise devient très forte. Alors, ce qui est impressionnant dans le livre et dans cette maladie en général, c'est la façon dont finalement Louis est dans sa propre cohérence. On n'est pas dans l'irrationnel pur, mais finalement il se recrée une logique, il réinterprète sa réalité. Il déclare même au sujet de Dominique, cette femme est complètement folle. Donc ce n'est pas les clichés qu'on peut avoir, c'est vraiment une logique, une cohérence qui est propre à la personne. Oui, l'intérêt c'était vraiment de rentrer dans sa tête. Et de faire passer les émotions. C'est pour ça aussi que d'écrire à la première personne, même si les deux personnages écrivent à la première personne, c'était important pour moi, parce qu'on est vraiment dans l'émotion et dans le partage, la complicité de ce monde qui s'est créé et qui est d'une logique implacable pour lui. De toute façon, ce sont les autres autour de lui qui ne vont pas bien, et lui est parfaitement dans une structure tout à fait cohérente. Alors il s'enferme peu à peu dans un univers où tout lui semble hostile, il se barricade au sens propre comme au figuré contre ses propres démons. La paranoïa, c'est le corollaire de la schizophrénie? La paranoïa, l'agressivité, ce sont les deux choses quand même qui sont inévitables dans cette maladie, même si ce sont des gens qui peuvent être extrêmement gentils par ailleurs. En période de crise, ce sont des choses importantes, et c'est vrai que l'enfermement est une défense pour eux. Et forcément, Louis va aller jusqu'à l'enfermement. Voilà, et c'est ce qui est très difficile pour l'entourage à gérer dans ce genre de situation. La crise que traverse Louis n'est-elle pas que l'aboutissement d'un processus qui s'est mis en place il y a très longtemps? Quand il parle de son passé, il explique « Plus je m'effaçais aux yeux des autres, plus mes angoisses disparaissaient. Je traîne un regard détaché sur le monde puisque je n'en fais pas partie. Le repli sur soi, l'anesthésie affective, ce sont des signes précurseurs de la maladie. » Oui, de toute façon, c'est une maladie qui est latente pendant des années, qui se déclare petit à petit. C'est vrai qu'il a toujours eu, à travers les épisodes que l'on voit, il part aussi à la recherche des souvenirs qu'il a eus avec sa mère, etc. Et on voit que toute sa vie, il a quand même eu cette espèce de retenue vis-à-vis des autres, cette espèce de regard sur lui-même un peu compliqué. Que j'essaye de décrire aussi avec humour, parce que c'est vrai qu'il y a de l'humour quand ce sont les chapitres de Dominique, mais Louis pose aussi un regard extrêmement ironique. Ils ont le même regard ironique tous les deux. Dominique, ça va plus vers la légèreté. Vers la légèreté, et Louis, c'est plus vers le cynisme, mais l'ironie est la même. Et c'est vrai qu'on sent que cette maladie était installée déjà depuis un moment, et que voilà. Après, ça vire à la crise, forcément, mais la maladie est toujours là. Il y a quand même un espoir dans ce livre, car la maladie de Louis l'ouvre au monde, malgré tout. La crise, en tout cas, vers laquelle il évolue, l'ouvre au monde. Il lutte contre les sensations qui l'assaillent parce qu'il n'en a pas l'habitude et il s'en protège. Mais quand même, Dominique déclare à un moment « J'ai un peu peur de me retrouver nez à nez avec un patron que je ne connais pas, un être humain. » Donc il y a un côté positif quand même dans cette crise qu'il est en train de traverser. Oui, parce que finalement, ça remet en question toute sa vie, et il prend conscience des autres autour de lui dont il s'était toujours protégé. Il s'était construit une vie bien routinière, bien tranquille, assez isolée, et le fait qu'il commence à avoir des rêves, à entendre des voix qui vont lui faire prendre conscience qu'il a peut-être fait le mal autour de lui sans s'en apercevoir, il va finalement se tourner vers les autres, réfléchir à ce qu'il a fait dans sa vie, à la portée de ses actes, et il va plus aller vers les autres qu'il n'y est allé jusqu'à maintenant. Donc c'est vrai que... Et forcément, il va aussi se rapprocher de sa petite secrétaire, très pétillante, qui va, elle, tenter de le ramener constamment vers la vie et vers les autres. La réalité. La figure de la mère est très présente dans cet ouvrage, aussi bien celle de Louis que celle de Dominique. La complicité de Dominique avec sa maman est d'ailleurs très touchante. Vous dédiez vous-même ce livre à votre maman. Vous pensez que le rôle que joue la mère à l'égard de son enfant est finalement la condition de son équilibre? C'est difficile à dire. On m'a toujours dit que la mère était responsable de tout. Je ne pense pas que la mère soit responsable de tout, mais je pense que la mère est extrêmement importante dans la vie de quelqu'un, que ce soit un garçon ou que ce soit une fille. Et c'est vrai que là, je me suis amusée à suivre les deux relations, mère-fille et mère-fils, justement très différentes, mais qui finalement, on sent que pour les deux... Il y a de l'amour de part et d'autre. Voilà, il y a de l'amour de part et d'autre. La complicité est plus ou moins présente, mais de toute façon, ce sont des rapports qui marquent toute une vie. Et forcément, c'est important. Il y a aussi une réflexion sur le destin dans ce roman. Le narrateur se demande si un métro d'avance ou un métro de retard, ça peut changer une vie. Qui décide? Comment savoir s'il vaut mieux courir ou attendre le suivant? Vous croyez au destin?
C'est une grande question. C'est quelque chose aussi qui me passionne. Ces histoires de destinée, c'est quelque chose, voilà, justement. Est-ce que une rencontre, est-ce que le fait d'être un peu en retard à un endroit ou d'être un peu en avance à un autre peut peser vraiment sur notre destinée, sur le fait qu'il va nous arriver des choses? Oui. Est-ce que ça peut basculer? Voilà, je pense que même si on essaye de tracer son chemin, je pense que les rencontres sont très importantes et peuvent bouleverser une vie en peu de temps. Alors ce livre fait également naître une réflexion sur la vie urbaine, tous ces gens qui se croisent dans le métro, qui vivent côte à côte et qui ne se parlent jamais. Satanée ville où plus personne ne se connaît, s'exclame Dominique. Vous pensez que ce lien social qui s'effrite, ça fragilise aussi les individus? Oui, forcément, on se retrouve un peu seul face à soi-même et on se pose des questions qu'on ne se pose pas forcément quand on est très entouré, quand on est en société. Et c'est vrai que le roman se déroule à Paris parce que j'avais besoin d'une grande ville pour confronter les deux personnages à leurs deux visions du monde. C'est-à-dire qu'une grande ville telle que Paris peut à la fois être foisonnante de rencontres, foisonnante de vie, quand même à la vivre Dominique qui sort le soir, qui rencontre énormément de gens, qui a une vie extrêmement active. Et ça peut être aussi au contraire un lieu de solitude absolue. Un lieu de solitude absolue où voilà, on se croise, on ne se parle pas, on ne se rencontre pas. Le métro est un lieu absolument magnifique pour ces non-rencontres. Voilà. Pour ces non-dits, ces non-rencontres, c'est vraiment un lieu incroyable. Et c'est vrai que je pense qu'on est dans une société où tout va de plus en plus vite, où on est de plus en plus débordé, où l'on passe son temps à courir et on ne prend plus le temps de se rencontrer, de se parler. Et forcément, ça nous raccroche encore plus à nos peurs et à nos angoisses. Bien sûr. Alors Louis se pose de vraies questions du fait de sa maladie sur les notions de bien et de mal. Les deux se côtoient dans le titre du livre, le mal vous va si bien. À un moment donné, il rencontre un prêtre qui explique « Si le mal est partout et parfois bien dissimulé, le bien suit le même chemin, il n'éclate pas un feu d'artifice à chaque fois que l'on fait une bonne action. La vertu est aussi discrète que le péché, vous pouvez faire le bien sans vraiment le savoir. C'est donc dans les petits actes que tout se joue finalement. » Bien sûr, et dans les petits actes du quotidien. Et si on peut parfois faire le mal autour de soi sans s'en apercevoir, je pense qu'on sème aussi des petits cailloux de bien et que sans forcément s'en apercevoir, on fait aussi le bien, une parole, un geste, un sourire, ça peut aussi faire le bien. Voilà, et heureusement. Voilà, heureusement, parce que pour atténuer le côté sombre de la maladie, j'avais besoin de cet optimisme dans le roman. Tout à fait. Alors vous faites un constat concernant la mère de Dominique qui fait des séjours réguliers à l'hôpital à cause d'une maladie du système immunitaire qui n'est pas réellement identifiée. Les gens ont commencé à se lasser et à s'éloigner. Une maladie, une vraie, passe encore, mais dès que ça devient long, ça fait plutôt peur. Qu'est-ce qui fait peur aux gens d'après vous quand ils prennent leur distance avec quelqu'un de malade ? Je pense que la maladie, c'est d'autant une maladie qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, ce qui est de plus en plus courant d'ailleurs actuellement, si j'entends bien les gens, parce que de plus en plus de gens passent leur temps à faire des examens et à chercher pourquoi ils sont malades. Et je trouve ça absolument incroyable. Et c'est vrai que... on s'attendrait à ce que la médecine ait toutes les réponses. Oui, voilà, on s'attend justement à ce que la médecine fasse des progrès. Et de plus en plus, on est confronté à une espèce d'absence de diagnostic. Donc ça, c'est quelque chose, déjà, l'absence de diagnostic qui fait très peur et qui est de plus en plus courante. Et le fait d'être hospitalisé, le fait d'être malade constamment, oui, on a de toute façon toujours cette espèce de paranoïa de dire ça va me porter malheur si je côtoie quelqu'un de malade. En fait. Voilà, on se dit forcément, pourvu que ça ne m'arrive pas, et le meilleur moyen que ça n'arrive pas, c'est justement de se voiler la face et de ne pas forcément aller vers les gens qui sont malades. Et c'est vrai qu'on préserve de rien. En fait. Voilà, on sent cette distance, hélas. Alors, concernant la maladie mentale, on peut faire le même constat. C'est toujours un sujet tabou aujourd'hui, même dans une époque de surcommunication. Les moyens qu'emploie Dominique, même s'ils sont souvent insuffisants, voire fantaisistes, montrent quand même qu'on peut s'investir auprès de ces malades, s'informer et leur venir en aide. Oui, bien sûr. C'est quand même toujours l'optimisme. Il n'est pas seul face à sa maladie et pourtant il s'était fait une vie bien solitaire et il a quand même réussi à avoir quelqu'un qui est touché par sa fragilité parce que c'est aussi ça, il est dans un moment de fragilité qui va faire que Dominique a envie de l'aider, a envie d'aller vers lui, alors que jusqu'à maintenant, elle ne s'était pas vraiment occupée de lui. Donc, et elle a la bonne démarche parce qu'elle essaie de comprendre, de lire des documents sur la schizophrénie. Je le dis à un moment où je donne des extraits justement de livres sur la schizophrénie. Les gens partent dans une réalité qui leur est propre et il ne faut absolument pas les braquer, il ne faut absolument pas aller à l'encontre
l'encontre de leur vision de toute parce façon. Que ça renforce leur souffrance. Voilà, ils sombrent en plus dans une stratégie du complot en général qui fait que ça n'atténue pas, au contraire, ça accentue leur psychose. Et c'est vrai que voilà, le but pour elle, c'est d'aller toujours vers lui, c'est d'être à son écoute, de surtout faire en sorte qu'il ne se coupe pas plus du monde qu'il ne l'est déjà, et c'est la seule stratégie à avoir. Voilà. La schizophrénie touche 1% de la population dans les pays développés. Votre personnage Dominique considère que personne n'est à l'abri d'un pétage de plomb. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Dans une société où, voilà, vous le disiez, tout va de plus en plus vite. Tout va de plus en plus vite et on est de plus en plus entre le surmenage et justement l'isolement voilà, le stress que l'on a. C'est vrai qu'évidemment, un pétage de plomb est vite arrivé. Exposé. Alors Laetitia, vous êtes journaliste, c'est votre premier roman. Racontez-nous quel a été le parcours de ce manuscrit jusqu'à l'édition. Est-ce que ça a été facile ou est-ce qu'au contraire, ça a pris longtemps voilà, du combattant, du jeune écrivain inconnu qui ne connaît personne dans l'édition. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, j'ai mis à peu près autant de temps à l'écrire qu'à réussir à le faire éditer. C'est-à-dire j'ai mis à peu près un an et demi quand je m'y suis mis réellement à écrire, à construire le roman. Et ça fait déjà, ça va faire 2 ans maintenant qu'il est terminé, mais le parcours a été long puisque voilà, j'ai fait comme tous les jeunes auteurs, j'ai tapé mon manuscrit, je l'ai relié, je l'ai envoyé par la poste anonymement, voilà, en espérant que quelqu'un le lise et soit emballé par l'histoire. J'ai commencé évidemment par les grandes maisons d'édition parce qu'on a toujours l'espoir malgré tout d'être repéré au milieu des... Je crois qu'ils reçoivent 150 manuscrits par jour, je crois, c'est un truc hallucinant. Donc bon, on se doute bien que si on n'arrive pas par l'intermédiaire de quelqu'un qui le pose directement sur un bureau, on a très peu de chances d'être quand même, de sortir du lot. Et puis après je suis passée du coup aux plus petites maisons d'édition qui reçoivent un peu moins de manuscrits et qui du coup ont plus le temps de s'appesantir sur ce qu'ils reçoivent, et j'ai reçu le coup de fil qui m'a dit ça m'intéresse. Voilà. Donc, et alors est-ce qu'il y a eu beaucoup de compromis à faire au niveau de... Alors, le compromis le plus important, et franchement je ne le regrette pas parce que je pense que le roman y a gagné, on m'a fait couper. Le roman était trop long, je suis trop bavarde. Et c'est vrai que voilà, j'avais tellement envie de raconter des choses qu'il faisait 40 pages de plus au départ. Et on m'a dit d'une part qu'il y avait quelques longueurs, ce qui était vrai certainement, et d'autre part pour des raisons aussi purement économiques, de poids de livre, etc. Il fallait aussi que le livre soit assez abordable. Donc voilà, donc j'ai coupé en fait. Mais sur l'histoire, sur le cheminement, sur la fin... non, l'histoire a plu telle que, donc je n'ai pas eu de concession à faire, ce qui est quand même quelque chose de réjouissant, voilà, parce que moi je m'étais vraiment beaucoup attachée au personnage et à l'histoire, et ça m'aurait peut-être frustrée. Voilà. Alors est-ce qu'il y aura une suite à ce roman? Parce qu'on a envie à la fin quand même de les retrouver. Je sais que les gens se sont bien attachés au personnage, et il y en a plusieurs qui m'ont fait cette réflexion. Il y a même une lectrice qui m'a dit oh, le mal vous va si bien, vous allez faire la suite, vous allez faire le bien, vous va si mal. Tiens donc. Voilà, avec toujours ces deux personnages qui cheminent vers le bien et le mal. Je ne suis pas sûre. Peut-être, parce que c'est vrai que voilà, justement j'essaye de couper le cordon avec Louis et Dominique, ce qui n'est pas facile, parce que c'est vrai que j'ai vraiment vécu longtemps avec eux et je me suis énormément attachée à eux. Moi j'aime bien aussi les non-dits, puisque justement vous en parliez dans le roman, il y a aussi, voilà, je parle aussi beaucoup des non-dits. J'aime bien la fin telle qu'elle est, parce qu'elle laisse aussi pas mal d'ouverture. Peut-être que je me laisserai tenter, mais pour l'instant ce n'est pas prévu. Et d'autres projets romanesques en cours? Justement, moi j'essaye de... Pour écrire un roman, en fait, je me fixe vraiment sur un personnage plus que sur une histoire. Je ne construis pas forcément un plan, des rebondissements, etc. J'ai vraiment besoin d'un personnage auquel je m'attache. Et là, j'ai un personnage qui se dessine, qui me plairait bien. J'aimerais peut-être bien faire un petit bout de chemin avec lui. Donc, on va voir s'il tient la longueur d'un roman ou pas, mais peut-être. Bon, alors, à suivre peut-être pour ce nouveau personnage. Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonne route à cet ouvrage-là, en tout cas. J'espère. Au revoir. Au revoir. Gros plan à présent sur Picasco, agence régionale du livre en Picardie, qui fédère les professionnels des métiers du livre. On regarde tout de suite notre reportage. Picasco, c'est une association qui a été voulue, créée
par la volonté et de l'État et de la région Picardie pour mettre en perspective toutes les problématiques du livre, de la lecture, de la lutte contre l'illettrisme, du patrimoine, de l'édition, de la librairie. Et c'est une association qui regroupe des éditeurs, des libraires, des auteurs, des bibliothécaires, des acteurs culturels et qui essaye de mettre en synergie les problèmes, les questions de chacun de ces métiers du livre et de la lecture. C'est donc une association institutionnelle qui a pour vocation d'encourager le développement du livre et de la lecture, d'essayer de mettre en place des outils pour lutter contre les inégalités d'accès, les inégalités d'utilisation du livre et de la lecture. La lecture, c'est consubstantiel de la démocratie. Et donc tous ceux qui sont des acteurs du livre et de la lecture, ils sont des acteurs de la démocratie. Quand on est un lecteur, on est un acteur, on agit. Ne serait-ce que pour lire, on est obligé d'être acteur, un acteur culturel. C'est-à-dire qu'on se met en résonance avec le reste du monde qui lit des signes, le reste du monde de l'intelligence. Et donc, on est acteur culturel, et en même temps, on met en œuvre un savoir commun partagé. C'est-à-dire qu'on utilise du ciment communautaire, du ciment social et communautaire. La région, c'est, on va dire, 1,8 million, 1,9 million habitants, la région Picardie, avec les 3 départements. On a, allez, on va dire 25 éditeurs, en gros, 25-30. C'est pas beaucoup, ça fait une dizaine par département. C'est sans doute une région où il y a une marge de progression. Et puis, on va passer bientôt à de l'édition électronique. Donc là, je parle uniquement des éditeurs typographiques qui font du papier. Certains d'entre eux ont commencé à faire de l'édition électronique et vendent des livres sur le net. Donc ça commence. Je pense que ça, c'est un secteur qui va se développer considérablement. Il y a une activité éditoriale en Picardie qui est loin d'être négligeable, même si elle repose sur des petites structures qui sont assez modestes, qui ne sont pas des grosses structures éditoriales. Mais je pense que c'est la richesse quand même dans notre pays repose beaucoup sur les petits éditeurs. Picasco accompagne aussi les éditeurs sur de nombreux salons. Par exemple, il y a un salon du livre d'histoire à Blois. Picasco accompagne les éditeurs qui font des livres d'histoire pour présenter leurs livres. Il y a un salon du livre à Paris. Eh bien, Picasco accompagne des éditeurs de Picardie au salon du livre de Paris qui seront présents sur des stands thématiques installés au salon du livre. Picasco qui reçoit ses financements de l'État d'une part et de la région, finance une partie de ces opérations. Picasco a aussi généré une activité qui s'appelle Merce les livres l'été, qui propose des livres, notamment pour la jeunesse, de bandes dessinées. Là aussi, on accompagne des éditeurs picards, mais pas seulement, et des auteurs qui ont fait des interventions dans la Picardie. Picasco essaye d'accompagner les bibliothécaires dans des opérations d'animation en direction des publics les plus compliqués, qui sont quelquefois pas très en accord avec la lecture. C'est aussi la raison pour laquelle Picasco essaye d'accompagner les auteurs pour qu'ils aient une visibilité. Il y a une commission vie littéraire qui regroupe une 60aine d'auteurs de la région picarde. C'est réellement la place du village, du livre, de la lecture, de la lutte contre l'illettrisme, du patrimoine. La commission patrimoine, par exemple, est en train de recenser tous les livres qui sont dans les bibliothèques picardes et qui datent d'avant 1914. Une deuxième étape permettra de commencer des numérisations. Là, on fabrique un catalogue. Et tout ça sera à la disposition du public. La région, avec le contrôle de l'État, est en train de faire une étude pour mettre en place un centre régional du livre qui corresponde aux besoins de la région. Et je pense que dans les mois qui viennent, ce centre régional du livre s'installera en Picardie. Je constate vraiment un vrai cheminement, un vrai développement. On parlait tout à l'heure des formations à l'université de Picardie, Jules Verne. Il y a des formations très très pointues. Il y en a même une qui a été créée il y a quelques années, qui est une licence professionnelle, métier du livre et des bibliothèques. Ça n'existait pas il y a encore 6 ans. Donc c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui me semble porteur d'avenir. Fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à l'Antidote Café pour son accueil. On se retrouve très prochainement sur TV Amiens pour un nouveau Délivrez-nous.